Nutri-Sophro épisode 28. Tu t'approches de ton objectif de perte de poids et l'auto-sabotage entre en action. Et si je te disais que tu as peut-être peur de réussir? Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un peu tabou, parce qu'on l'aborde rarement, mais ça peut tout changer si tu te reconnais et avec les pistes que je vais te donner, tu vas voir, ça va t'aider à t'en sortir. Je vais te parler de ce moment étrange où tout semble bien se passer dans ton parcours. Tu tiens tes engagements, tu manges mieux, tu bouges plus, tu te sens mieux dans ton corps, tu t'approches même de ton objectif de perte de poids, et puis sans prévenir, tu lâches tout et tu fais tout capoter. Tu te remets à grignoter sans fin, tu oublies volontairement ce qui te faisait du bien, tu remanges n'importe quoi, tu perds de la motivation forcément, tu ne bouges plus du tout, tu ne fais plus tes exercices de respiration ou tes exercices d'auto-coaching. Tu recommences à te dire « c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais ». Et pourtant, tu avais commencé à voir tes résultats. Tu étais sur le bon chemin. Alors pourquoi ce sabotage? Pourquoi cette marche arrière juste avant la ligne d'arrivée? Parfois, ça arrive justement avant un palier symbolique dans ton poids, ou une taille symbolique dans tes vêtements. Ou alors, quand tu faisais des régimes, ça arrive au moment où tu atteins la phase de stabilisation et que tu commences à réintroduire certains aliments. Alors pour une fois, exceptionnellement, je ne vais pas juste me contenter de critiquer les régimes, parce que ce moment dont je parle, tu peux le rencontrer, même en dehors des problèmes qui sont liés à la frustration ou au manque qui sont engendrés par les régimes. Ce moment, il cache souvent autre chose, quelque chose de plus profond. C'est ce que moi j'appelle la peur de réussir. Oui, tu m'as bien entendu. Parfois, c'est au moment où tu es sur le point d'y arriver que qu'on commence, je m'inclus dedans, à tout faire pour que ça s'arrête. Parce que réussir, ça fait peur. Sur le papier, tu vas te dire, bah non, moi je fais ça pour perdre du poids, donc j'ai pas peur de réussir. C'est possible, mais il faut que tu ailles creuser un petit peu plus loin. Parce que réussir et donc perdre du poids, ça bouscule notre identité, nos repères, notre sécurité intérieure. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi on enclenche ce phénomène d'auto-sabotage, comment tu peux repérer tes propres schémas et surtout comment en sortir. Parce que non, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu essayes inconsciemment de te protéger. Et ça, il va falloir que tu en prennes conscience et que tu l'accueilles si tu veux réussir à le transformer. Et malheureusement, la plupart des régimes n'en tiennent absolument pas compte. Mais toi, tu vas pouvoir en tenir compte. Installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends exactement par auto-sabotage? Eh bien, c'est ce moment où, alors que tu avances vers ton objectif, ici la perte de poids, ou un mieux-être global, une meilleure santé, tu te mets, sans trop savoir pourquoi, à mettre en place des actions qui vont complètement à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Je t'ai partagé quelques exemples en intro, donc je ne vais pas tous te les redire ici, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu te mets à saboter tes efforts, c'est pour ça qu'on parle d'auto-sabotage. Et même quand tu commençais à te sentir mieux et avoir des résultats. Surtout, en fait, quand tu commences à te sentir mieux et avoir des résultats. Et à ce moment-là, tu peux te mettre à ressentir de la honte et à nouveau de la frustration. Et à tenir des discours internes du genre « mais pourquoi je fais ça? Je suis trop nulle, je suis bête » dans le meilleur des cas parce que j'ai des insultes beaucoup plus violentes que ça, mais bon. Donc encore une fois, non, ce n'est ni de la bêtise ni de la faiblesse. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes dans cet épisode, c'est que l'auto-sabotage, c'est une stratégie naturelle de protection de ton cerveau. Oui, c'est inconscient, bien sûr, mais c'est réel. Et souvent, comme je te le disais, ce sabotage, il est alimenté par ta peur de réussir. Mais alors pourquoi on aurait peur de réussir? C'est bizarre. Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus fréquent que tu ne le crois. Je te donne les 4 grandes raisons qui peuvent expliquer cette peur de réussir. Déjà, tu as la peur de l'inconnu. Si tu réussis à perdre du poids, à vraiment changer, alors, quelque part, tu penses, à juste titre parfois, mais tu penses que ta vie va changer. Le regard que tu portes sur toi va changer. Le regard des autres sur toi va changer. Le regard de la société sur ton corps. Tes collègues, des amis, mais aussi des inconnus dans la rue. Bref, tout ton quotidien.
ton rapport à l'alimentation, ton rapport au plaisir, ton rapport à ton corps, ton rapport à ton image, tout ça, ça va changer. Alors oui, souvent, ces changements, tu en rêves. C'est pour ça que tu veux perdre du poids. Mais le problème, c'est que parfois, la plupart du temps, ces changements, tu les idéalises. T'as pas une notion réelle de ce qui va se passer. Tu les fantasmes, en positif ou en négatif. Et ces changements, même s'ils sont positifs, ils te font peur, parce qu'ils sont nouveaux, parce que tu ne sais pas vraiment la réalité de ce qui va se passer après ta perte de poids. Tu peux aussi avoir peur d'être déçu si c'est pas aussi bien que ce que tu imaginais. Et puis, tout simplement, parce que ton cerveau, notre cerveau, il préfère ce qu'il connaît, il préfère rester en sécurité. Même si au quotidien, tu te sens pas très bien dans ton corps actuel, c'est ta normalité, c'est ce que tu connais le mieux. Et justement, on aime rester dans le confort de ce qu'on connaît. C'est la deuxième raison. Il y a une phrase qui dit « Mieux vaut un malheur connu qu'un bonheur incertain ». C'est exactement ça, l'endroit où tu te places quand tu déclenches cet auto-sabotage. Parce qu'inconsciemment, on est attaché à nos anciens schémas, même s'ils sont toxiques, uniquement parce qu'ils sont familiers. Tu sais ce que ça fait de craquer, de faire des compulsions, de manger trop, de manger mal. Tu sais ce que ça fait d'avoir honte. Mais tu ne sais pas encore ce que ça pourrait faire d'être vraiment bien dans ton corps, d'être apaisé dans ta relation à la nourriture. Et comme je te le disais, ton cerveau, lui, il n'aime pas ces zones grises d'incompréhension. Il préfère ce qu'il connaît. Et puis aussi, parfois, tu penses que tous tes problèmes actuels et passés viennent de ton surpoids. Que tu aies des problèmes de couple, des problèmes au boulot, des problèmes relationnels dans ta famille. Du coup, quand tu commences à perdre du poids et que tu t'aperçois peu à peu, au fur et à mesure de cette perte de poids, que malheureusement ça ne résout pas tous tes problèmes, là tu commences à avoir peur. Et tu préfères retourner au confort de ta situation connue, même si elle ne te satisfait pas pleinement, et rester dans cette petite sensation que je peux continuer à penser que tous mes problèmes sont liés à mon surpoids. Parce qu'aller plus loin et enclencher définitivement cette perte de poids et te rendre compte qu'il y a des problèmes plus profonds, familiaux ou environnementaux, ça déclencherait une obligation peut-être de faire des actions que tu n'as pas envie de faire. Donc tu préfères retourner au fait que ton corps en surpoids, tu le connais et l'environnement que tu as, tu le connais aussi. Il y a un troisième élément qui est le manque d'estime de soi. C'est dur à entendre aussi, mais beaucoup de femmes se répètent souvent, inconsciemment ou même consciemment, je ne mérite pas, je ne peux pas y arriver, c'est pas pour moi. Toutes ces pensées-là, même si elles sont en fond, même si tu les étouffes un petit peu, malheureusement, il est logique que ton cerveau fasse tout pour te ramener vers un état qui est plus cohérent avec cette vision que tu as de toi-même. Tu vois le piège dans lequel tu es, tu entretiens des pensées en boucle, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais tu entretiens des pensées dévalorisantes en boucle dans ta tête, et ces pensées dévalorisantes, elles t'obligent en quelque sorte à programmer ton corps et ton cerveau pour rester dans ce schéma qui est entretenu par ces pensées. Parce que les pensées, elles créent ta réalité, quoi que tu en penses. Et ensuite, le point clé dont je te parlais tout à l'heure un petit peu, c'est le changement d'identité. Ça, c'est un point clé, souvent invisible. Mais changer d'aspect extérieur, d'aspect physique par une perte de poids, c'est parfois changer d'identité, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, si tu as toujours été la fille qui était ronde ou grosse, mais drôle. Tu vois, la petite grosse, comme on a souvent dans les séries, la bonne copine. Ou alors, inconsciemment, si tu as programmé le schéma et que tout le monde autour de toi pense que tu es celle qui commence tout le temps des régimes, mais qui les finit jamais, qui les abandonne, ou en tout cas qui n'arrive jamais à perdre de poids. Si tu es aussi celle qui n'a jamais confiance en elle, ou que tu t'es programmé l'identité de « moi je suis gourmande » ou « je suis une bonne vivante », ou dans la famille, on est en surpoids, dans la famille, on est obèse. Tout ça, ça t'oblige à abandonner ces images et ces programmations, conscientes ou inconscientes, à abandonner ces étiquettes, ces projections vis-à-vis des autres aussi, surtout quand ça touche à la famille et à l'identité par exemple de groupe. Tout ça c'est difficile. Parce que même si cette étiquette aujourd'hui elle te plaît pas vraiment, elle te satisfait pas vraiment, elle fait quand même partie de ton identité, parfois depuis plusieurs années, parfois depuis des décennies. Et quand tu commences à perdre du poids, tu sais pas vraiment quelle sera ta nouvelle étiquette, ta nouvelle place dans ton groupe d'amis, ta nouvelle place dans ta famille. Et tu as un peu peur de te perdre sur le chemin de la perte de poids. Ce qui est important, c'est que tu puisses créer une nouvelle identité qui te corresponde, qui te satisfasse à tous les niveaux.
Et ça, c'est rarement pris en compte dans la plupart des régimes de perte de poids. Ça commence à l'être dans toutes les approches qui intègrent des neurosciences. C'est ce que je fais moi aussi dans ma méthode, mais je ne suis pas la seule. Vraiment remettre en cause tous ces schémas pour te réapproprier ton identité avec ce nouveau corps. Sinon, quand tu vas arriver à un certain poids, ou quand tu vas arriver au poids que tu voulais, tu vas réenclencher tous ces phénomènes d'auto-sabotage pour revenir au poids du départ, parce que tu ne peux pas gérer cette nouvelle identité. Et donc, encore une fois, je te le répète, tu ne fais pas exprès de saboter tous ces efforts. Il y a une partie de toi qui soit a peur, soit est inconfortable, et c'est ok, il faut l'accepter si tu veux réussir à faire fonctionner ton cerveau et ton corps dans le même sens pour aller vers cette démarche de perte de poids. Je t'expliquerai dans la suite de l'épisode comment identifier ces moments et comment dépasser cette étape-là sans te juger. Alors je vais te faire un petit topo, j'ai prévu une partie où je t'explique d'où vient cette peur. Bon, maintenant tu l'as vu un petit peu, mais comment ça se traduit au quotidien. L'auto-sabotage, c'est pas juste un concept théorique, c'est un comportement réel, parfois plus ou moins subtil, qui peut te bloquer pendant des mois, voire des années. Je te rappelle les signes les plus fréquents, si tu te reconnais. Par exemple, tu te récompenses, je le mets entre guillemets, en mangeant dès que tu vois une victoire. Par exemple, tu montes sur la balance, tu vois que tu as perdu cette semaine, et là, paf, je mérite bien un petit plaisir, j'ai été hyper sérieuse. Ce petit plaisir, en fait, c'est pas juste un petit plaisir, ça devient une énorme pizza, une tablette entière de chocolat, plusieurs repas au fast-food, et tu re-rentres dans un schéma de punition-récompense, dans ce cas la récompense-punition. Inconsciemment, tu casses ta progression. C'est pas parce que tu es faible, c'est parce que, comme je te le disais, il y a une partie de toi qui panique à l'idée de continuer à changer. Ensuite, tu te mets à faire n'importe quoi quand tu as atteint ton objectif. Tu arrives au poids que tu voulais et au lieu de te stabiliser, tu relâches tout. Tu arrêtes de faire attention, tu laisses tomber les routines, tu reprends tes anciennes habitudes, même sans t'en rendre compte, comme si tu n'étais pas prête à vivre dans ce nouveau corps, comme si tu ne savais pas quoi faire après. Tu as aussi le classique foutu pour foutu, tu fais un tout petit écart. Alors tu sais que moi dans ma méthode, il n'y a pas de notion d'écart, de bien, de mal, etc. Mais il y a quand même des aliments meilleurs que d'autres, et tu le sais très bien, puisque moi je considère qu'il y a des aliments et il y a de la malbouffe. La malbouffe, tu la manges, c'est des aliments ultra transformés. En général, il y a du sel, du sucre et du gras, le combo gagnant qui fait péter ton cerveau parce que c'est hyper addictif. Mais dans la nature, ces aliments-là, ils n'existent pas. C'est pas de la nourriture, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, qui fait plaisir quand tu le manges, mais il y a quasiment rien de bon à l'intérieur. Je dis pas qu'il faut jamais en manger, évidemment. Je dis juste qu'il y a des manières de les manger et des quantités dans lesquelles les manger. Mais toi, peut-être que inconsciemment, surtout quand tu fais des régimes et que tu es encore dans cette dictature du régime, tu considères que certains aliments, certaines choses que tu vas manger, c'est un écart. Et donc, quand tu manges ça, tu te mets à culpabiliser et tu te dis que foutu pour foutu, tu manges encore plus. Et tu alimentes ce cercle vicieux. Il y a aussi, toujours à cause des régimes cette fois-ci, quand tu t'es privé trop longtemps des aliments que tu aimes, tu craques. Si tu as l'auto-sabotage, ça peut aussi être une trop grande rigueur, une trop grande privation que tu t'imposes parce que tu veux bien faire, tu veux trop bien faire. Tu te prives, tu te frustres, tu te forces à tenir. Sauf que ton corps, ton cerveau, tes émotions, au bout d'un moment, elles disent stop et tu craques brutalement parce que tu as trop tiré. C'est aussi une forme d'auto-sabotage. Si c'est pas lié évidemment à des frustrations imposées par un régime. Et puis après, tu trouves des bonnes excuses pour ne pas appliquer ce qui fonctionne. Ça, c'est plus insidieux. Et ça m'arrive encore parfois. Par exemple, tu sais que marcher, ça te fait du bien. Mais tu vas plus parce que t'as pas le temps en ce moment. Tu sais qu'un petit déjeuner protéiné, ça va te caler. C'est des exemples que je donne, hein. T'es pas obligé de te reconnaître dans l'exemple, mais tu vois l'idée. Eh ben, ce petit déjeuner protéiné, tu sais qu'il te fait du bien, tu te remets à manger des tartines beurre confiture qui font grimper ta glycémie au taquet, qui te servent pas à grand chose d'un point de vue nutritif et qui sont pas très bons pour ta santé. Tu sais aussi que quand tu fais tes exercices de respiration, t'es plus calme, tu manges mieux, tu digères mieux, mais tu te mets à oublier de les faire. Oups, j'ai oublié de le faire avant de manger. Voilà. Et puis tu t'auto-persuades que c'est pas très grave, que si tu le loupes une fois de temps en temps, que ce soit la marche, la respiration, les exercices que tu as à faire, etc., tu t'auto-persuades que c'est pas très grave, que tu verras plus tard que c'est pas parce que j'ai sauté 1 ou 2 jours que c'est pas très grave. Sauf que ça aussi, c'est une forme de sabotage déguisé. Et ça arrive souvent, c'est une étape que passent mes clientes, moi je l'ai passée aussi,
quand par exemple tu as justement atteint ta perte de poids, même en ayant fait les exercices que je donne. Et c'est vrai qu'avant, je les donnais beaucoup plus tard dans ma période de perte de poids. Maintenant, je les donne beaucoup plus tôt dans la méthode pour commencer à travailler sur l'identité dès le début et pas complètement après la mise en place de l'alimentation. Parce que souvent, je me rends compte que les personnes font pas forcément tous ces exercices, ou alors elles les ont fait pendant une période, et puis après, elles se mettent à ne plus du tout les faire, et elles relâchent tout d'un coup. Et c'est pas bon, en fait, parce que tu en as besoin, ça fait partie. De la même manière que tu vas chercher un équilibre alimentaire, tu vas chercher un équilibre de ton système nerveux, tu vas chercher un équilibre de ton corps en entier, et donc ton corps, il a besoin de ces exercices. Alors, pas forcément à la même fréquence toute ta vie que ce que tu vas faire en début d'accompagnement, on est OK, mais de la même manière que tu te brosses les dents, j'imagine que tu te brosses les dents régulièrement, si effectivement un midi ou un soir, tu es à un endroit où tu peux pas te brosser les dents, bon bah ça va te sembler peut-être désagréable, tu vas survivre. C'est pas dramatique, tu vas pas avoir 10 caries qui se déclenchent dans la nuit parce que tu étais à un endroit où tu pouvais pas te brosser les dents. OK, mais c'est une habitude ancrée qui doit être la plus fréquente possible. C'est la même chose avec une alimentation équilibrée et avec tes exercices de respiration ou d'auto-coaching. Si tu sautes un jour, une fois, parce que tu es à l'extérieur, tu peux pas le faire, il n'y a pas de problème. Si tu te mets à le sauter 2 fois d'affilée, 3 fois d'affilée, quelques jours, puis une semaine, puis 15 jours, en fait c'est comme si tu te brossais plus les dents pendant la même période. Ça ne te viendrait pas à l'idée de te mettre à ne plus du tout te brosser les dents pendant un mois, par exemple. Tu sens bien quelque chose qui va pas. Même si immédiatement, tu n'as pas de carie ou d'infection ou quoi que ce soit. Mais tu sens bien que c'est pas bon pour ta santé dentaire. Bah, c'est la même chose par rapport à tous les exercices que tu mets en place pour avoir une meilleure santé et une perte de poids. Et comme je te le disais tout à l'heure, souvent, tous ces comportements, ils apparaissent au moment où tout commençait à s'améliorer. C'est ça qui est le plus troublant pour la plupart des gens, parce que tu sabotes pas quand ça va mal, tu sabotes justement quand ça commence à aller bien, parce que la peur de réussir se manifeste à ce moment-là. Mais quand tu l'as repéré, ou quand tu es informé comme je le fais aujourd'hui, bah tu peux commencer à déconstruire tout ça. Je vais t'aider dans la prochaine partie à repérer tes mécanismes d'auto-sabotage, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes déclencheurs, les mêmes peurs, les mêmes histoires. Donc je vais te donner quelques exemples tirés de mon expérience. L'idée ici, c'est d'apprendre à repérer tes propres déclencheurs. Parce que, ok, en théorie, t'as compris, ce qui fait la différence, c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe pour toi dans ta vie et ton parcours. Je vais te donner quelques questions à te poser pour faire ce travail d'auto-observation. Toi, avec ton expérience passée, quand est-ce que tu lâches ? Essaye de repérer les moments où tu perds le fil. Est-ce que c'est après une bonne nouvelle, une pensée positive, comme justement voir le résultat sur la balance, ou apprendre une bonne nouvelle, aller à un événement festif, ou au contraire, quand tu te sens mal, une émotion inconfortable, du stress, de la colère, de la tristesse. Essaye de repérer ces moments, de les noter dans un carnet, et de chercher quels sont les motifs récurrents. Par exemple, je dis n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi, je te donne un exemple réel. Allez, je balance. Moi, je ne fais plus tous les jours mes exercices de cohérence cardiaque et de respiration au moment des repas. Je le fais à d'autres moments de la journée, et parfois je le fais plus pendant un petit moment, etc. Mais je me rends compte, par exemple, que les exercices qui sont importants pour moi à faire, c'est donc me concentrer sur ma façon de manger en pleine conscience, de manger doucement. Puisque comme je te l'ai déjà partagé dans mon épisode où je te parlais de la manière de mâcher, moi, j'ai tendance à avaler quasiment tout rond. Et ben j'ai remarqué, je le sais, que si je viens de me prendre la tête avec mon mec, bisous chérie, si je viens de me prendre la tête avec mon mec un peu avant le repas ou en passant à table, eh ben je vais pas réussir, je vais même pas y penser, je vais pas réussir à mâcher et à profiter de mon repas, je vais littéralement engloutir mon repas et m'apercevoir que j'ai mangé mon assiette en moins de 5 minutes. C'est un schéma qui est hyper récurrent chez moi, qui me ramène à d'autres traumas passés qui n'ont rien à voir avec mon mec, mais en tout cas, le moment des repas, pour moi, c'est pas un moment de calme et de plaisir, c'est un moment qui est un peu trigger par rapport à mon passé. Et donc, si je rentre à table dans une énergie qui n'est pas du tout adaptée à prendre mon repas dans le calme et en me respectant et en respectant mes besoins, forcément, je ne vais pas pouvoir manger correctement.
Je le sais. Malgré tout, il y a encore des fois où je ne sais pas faire autrement, parce que je reste un être humain imparfait, parfaitement imparfait, comme tous les êtres humains, mais j'essaye d'y porter le plus de conscience. Maintenant, il m'arrive, du coup, de stopper ce que je suis en train de faire, de me lever, de dire « Ok, je reviens dans 5 minutes, là je peux pas manger, c'est pas possible, parce que sinon ça va mal se passer pour moi. Je vais me calmer, je vais respirer, je vais marcher, je vais souffler, je vais faire ce qu'il faut pour faire redescendre cette pression, pour pouvoir prendre mon repas dans les meilleures conditions pour moi et ma santé. » Mais tu vois, c'est encore des choses sur lesquelles je suis en chemin, parce qu'on, comme je te le disais, on est des êtres humains et on n'est pas des robots. Deuxième question que tu peux te poser, si tu te rends compte de ces moments où tu t'auto-sabotes, quelle pensée tu entends dans ta tête juste avant ? Parce que l'auto-sabotage, ça commence souvent par une pensée, ce que j'appelle tueuse de motivation. Des phrases du style « Bon allez, juste aujourd'hui, je le fais pas » ou « Juste aujourd'hui, je vais pas marcher ». Des phrases comme « Tant pis, on verra demain ». « Ah, tant pis, c'est bon, c'est pas grave, je le ferai demain ». Ou pire encore, des trucs du style « Toujours, jamais, ça marchera jamais sur moi, je reprendrai toujours du poids », etc. Et les phrases du style « Je mérite pas d'y arriver, je mérite pas ce corps-là, je mérite pas d'être heureuse ». Même si tu ne t'en rends pas compte tout de suite, ces pensées, elles créent des émotions et ces émotions, elles vont te pousser à agir contre toi et ta propre santé. Donc dès que tu entends ce genre de pensée, il faut que tu t'arrêtes et que tu travailles là-dessus. Tu peux aussi noter les émotions qui précèdent tes écarts. C'est pas forcément une pensée précise, c'est peut-être même une émotion un peu floue, un mal-être, une angoisse, une fatigue émotionnelle. Ton cerveau, lui, il va re-enclencher le « et si je mangeais pour calmer ça ?» Ok ? Tu manges pour réguler une émotion. T'as pas faim, ça on en a déjà parlé plein de fois. Il faut que tu notes ça pour savoir où tu en es par rapport à ça et que tu vois s'il y a des émotions qui déclenchent ces écarts alimentaires, mais aussi des émotions qui déclenchent le fait de ne pas faire ce qui est bon pour toi. Comme le sport si tu en fais, la marche, la respiration, encore une fois, tous ces exercices que tu as à faire. Et enfin, je t'invite à prendre le temps de réfléchir à l'étiquette, la personnalité, l'image publique, le masque que tu portes, la manière dont toi tu te définis et dont les autres te définissent. Est-ce que tu es la rigolote ? Est-ce que tu es la bonne vivante ? Est-ce que tu es la ronde de la famille ? Est-ce que tu es celle qui est toujours au régime ou toujours entre deux régimes ? Tu vois, toutes ces étiquettes dont je te parlais tout à l'heure, si tu les gardes en toi, inconsciemment tu vas finir par les valider et donc agir pour les valider. Si tu veux changer profondément, il faut que tu abandonnes cette partie-là de toi, mais du coup il faut que tu te réappropries, comme je te disais tout à l'heure, l'étiquette que tu veux pour toi. Et il va falloir que tu le fasses en toute conscience, parce que inconsciemment, tu reviendras toujours à l'étiquette autoproclamée de tout le monde. Donc ce que je t'invite à faire cette semaine, c'est de prendre un petit carnet avec toi, comme d'habitude, et de noter ces petites choses. Note quand tu as des petits coups de motivation qui craquent, note quand tu te sens un peu moins bien, note les pensées qui tournent en boucle, qui reviennent, note les émotions les plus fréquentes par lesquelles tu passes, et interroge-toi sur est-ce que vraiment là, cette action, elle est en cohérence avec la personne que je veux devenir, avec la personne que je veux être, ou est-ce que c'est plutôt un schéma automatique de celle que je crois être, de celle que j'étais, de celle que j'essaye de quitter. Je vais te donner quelques outils concrets maintenant pour dépasser ces automatismes, pour retrouver un petit peu de stabilité et sortir de l'auto-sabotage. Maintenant, tu sais d'où ça vient, tu commences à repérer comment ça se manifeste chez toi, et tu te dis, ok, maintenant je fais quoi avec ça ? Comme je te le dis tout le temps, repérer et prendre conscience, c'est déjà énorme. Mais si tu veux te transformer, je vais te donner des pistes concrètes. En premier, reprogramme tes pensées automatiques. Ok, tu ne peux pas empêcher les pensées de surgir, mais tu peux choisir de ne pas la croire. Je te l'ai déjà partagé plusieurs fois. Quand tu dis un truc du style « je vais tout gâcher », ça peut devenir « je suis en train d'apprendre à tenir sur la durée ». Si tu dis « je ne mérite pas », ça peut devenir « aujourd'hui, je choisis de me traiter avec respect ». Ton cerveau, il adore les habitudes, donc plus tu changes tes pensées, plus tu crées des nouvelles habitudes et des nouveaux circuits neuronaux. Je te conseille, je t'invite à choisir une phrase de soutien, une sorte de mantra que tu pourras noter, répéter. Il faut le ressentir, bien sûr. Moi, je t'en partage quelques-unes que j'ai utilisées à des moments différents ou que des clientes m'ont partagées. Une phrase, ça pourrait être « Je mérite de bien manger et de faire du bien à mon corps ». Une autre phrase, ça pourrait être « J'ai le droit de me faire plaisir et de prendre soin de moi en même temps ». C'est pas l'un ou l'autre.
j'ai le droit de me faire plaisir et de prendre soin de moi en même temps. Une autre phrase, ça pourrait être « j'ai pas besoin de me remplir de toutes ces cochonneries, tout va bien ». Ça, c'était pour une personne qui se sentait en anxiété et qui avalait des boîtes entières de bonbons. Elle avait créé ce mantra pour elle et ça l'apaisait. Elle m'a partagé « je n'ai pas besoin de me remplir de cochonneries, tout va bien ». Un deuxième conseil, tips, etc., c'est fixe-toi des objectifs progressifs et réalistes. Parce que ton auto-sabotage, il adore les objectifs trop grands, trop flous, trop rapides, parce que ça va générer du stress, de la pression et un sentiment d'échec. Alors moi, je t'invite à ralentir, à simplifier et faire en sorte que ce soit vivable. Si tu as un objectif de perdre 10 kilos, je prends des chiffres au hasard, on s'en fout. Tu vas pas fixer l'objectif de perdre ces 10 kilos le mois prochain, dans les 30 jours qui viennent. En revanche, ce que tu peux faire, c'est décomposer cet objectif, et même sans même le chiffrer, pas dire je veux perdre X par semaine, on s'en fout, c'est décomposer en actions à faire tous les jours. Fixe-toi des objectifs que tu peux mesurer et tenir, et l'objectif des 10 kilos, ce sera la résultante de ces actions. Par exemple, ça peut être je choisis de prendre soin de moi tous les jours. Je choisis de marcher 15 minutes après chaque repas. Je choisis de manger des légumes à tous mes repas. Ça, c'est des choix et tu peux le faire et tu peux manifestement cocher c'est fait, c'est pas fait, c'est fait à moitié par exemple, mais on va dire c'est fait ou c'est pas fait. Et tu notes ça tous les jours en fonction de ce que tu as prévu de faire et tu vois bien comment se dessine ta semaine. Si tu as prévu d'aller marcher tous les jours, un quart d'heure, seulement un quart d'heure tous les jours, mais qu'un jour sur deux tu n'y vas pas, il y a un problème. Si tu as noté que pour perdre du poids, tu avais besoin de manger des légumes à tous tes repas, et donc majoritairement, on va dire 80% du temps, t'y tenir, si tu t'aperçois que tu as mangé des légumes 2 fois dans la semaine, tu vois bien que ton objectif, il ne pourra pas être atteint. Donc, choisis ces actions principales, et ces petits objectifs, ces petits pas, c'est eux qui vont te mener vers ta victoire finale. Ensuite, je t'invite fortement à renforcer ton estime de toi. Tu n'as pas à attendre d'avoir perdu du poids pour avoir confiance en toi. Ce n'est pas parce que tu auras perdu du poids que tu t'aimeras. C'est au contraire parce que tu vas t'autoriser à t'aimer et à te faire confiance et au minimum à te respecter que ton corps pourra enfin se transformer. L'estime de toi ne devrait pas reposer sur le poids qui s'affiche sur ta balance. En revanche, elle se construit dans les actions que tu poses chaque jour pour toi et que tu réalises, comme les petits pas que je te disais tout à l'heure. Si tu as décidé que tu allais marcher tous les jours, et donc au minimum 5 jours sur 7, par exemple, et que tu fais ces actions-là, tu vas petit à petit renforcer ton estime de toi. Et en même temps, tu vas atteindre ton objectif de perte de poids. Et ça, c'est un autre débat. Donc, l'idée, c'est de te mettre en priorité, même en commençant par des toutes petites choses, et de faire ça chaque jour, tous les jours, toute l'année, et tu vas voir, tu vas atteindre tes objectifs. Ensuite, évidemment, il va falloir, autant que possible, apprendre à réguler tes émotions sans la nourriture, puisque, on le sait, le trop-plein émotionnel, ça déclenche des compulsions alimentaires. Alors, si tu as la chance de ne pas être concerné par ces choses-là, tant mieux, c'est super, tu peux sauter cette étape. Mais on est très très nombreuses à manger pour apaiser des émotions et pas parce qu'on a faim ou parce qu'on a besoin de nourriture. J'en ai parlé dans déjà plein d'épisodes. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de ne jamais réguler ses émotions par la nourriture. Ça peut être tout à fait ok de ponctuellement choisir en toute conscience que là, je sais que je suis en train d'utiliser la nourriture pour réguler mes émotions, mais que là, à ce moment-là, si j'ai rien d'autre et que j'ai pas la capacité de faire autrement, encore une fois, c'est une action qui est juste pour moi. L'idée, c'est que ce soit le moins souvent possible pour que tu apprennes de plus en plus à te réguler sans la nourriture. Moi, ce que je dis souvent à mes clientes et que je me dis souvent à moi-même, c'est j'ai le droit de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais je ne vais pas, dans le cas où elles sont négatives, je ne vais pas en plus me punir avec ça en utilisant la nourriture et donc en reprenant du poids. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, en tout cas moi ça m'aide. Ensuite, entoure-toi des bonnes personnes. Tu n'es pas obligé de traverser ça toute seule. Cherche les personnes qui peuvent t'aider et te soutenir vraiment. Celles qui ne vont pas te juger en critiquant par exemple le moindre écart que tu fais,
mais pas non plus celles qui vont tout le temps te dire « Ah, c'est bon, un petit écart, c'est pas grave » et qui vont petit à petit te saboter. Les personnes qui respectent ton chemin, qui t'encouragent et qui t'écoutent. Et si tu n'en as pas assez autour de toi, cherche auprès d'amis, cherche sur des forums en ligne, trouve une personne qui va pouvoir t'accompagner, soit une professionnelle comme moi, mais ça peut être aussi des personnes avec qui tu vas discuter sur des forums, sur des communautés. Ça peut tout simplement être un podcast gratuit comme le mien pour trouver les conseils qui vont t'aider et t'apaiser. Et comme tu le sais, je le dis toujours en fin d'épisode, mais tu peux toujours m'écrire et on peut toujours en discuter. Et enfin, je vais t'inviter à ralentir quand tu arrives à destination. Parce que comme tu le sais, c'est quand on arrive à son objectif ou à un poids palier que ça risque de s'effondrer et de déclencher chez toi ce retour en arrière. Tu as tellement couru, tu as tellement fait tous ces régimes, etc., que quand tu arrives au bout, tu sais plus quoi faire de toi, tu sais plus quoi faire de cette nouvelle identité, et donc tu repars dans l'ancien schéma. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à chaque fois que tu arrives à une étape clé. Ton poids est atteint, ton énergie est retrouvée, tu rentres par exemple dans des vêtements que tu voulais, la tenue que tu voulais, etc. Je t'invite à prendre le temps d'en profiter, de célébrer, vraiment de ressentir ce moment, de ressentir, d'ancrer comment tu te sens à ce moment-là et d'apprivoiser ce nouveau toi, de l'intégrer. Alors dans un épisode comme ça de podcast, c'est un peu court pour faire tous ces exercices, mais moi je propose à mes clientes plein d'exercices d'intégration à ce niveau-là, quand elles ont un problème justement avec cette identité. Mais ce que je peux te partager ici avec tout ce que je t'ai partagé avant, c'est vraiment de travailler sur c'est quoi ce nouveau toi, dans ce nouveau corps, avec cette nouvelle apparence physique, comment tu te sens, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît, parce que c'est possible aussi que quand tu arrives à cette étape-là, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, tu t'aperçois en fait que c'est pas parce que tu as perdu du poids que tout va changer et tout va s'améliorer dans ta vie d'un coup. Tu peux t'apercevoir qu'il y a des choses qui n'ont absolument pas changé. Si tu as des problèmes de relation avec certaines personnes, par exemple. Bon, l'idée, c'est d'intégrer ce fait-là comme un fait. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, je pensais que ma perte de poids allait changer toutes ces choses-là et je m'aperçois que ça ne change absolument rien par rapport à ça. Mais est-ce que je suis bien dans ce nouveau corps ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je suis heureuse ? Est-ce que je suis en forme ? Est-ce que je suis en bonne santé ? Et donc, est-ce que je vais me donner les moyens de garder ce résultat-là pour ne pas retomber dans mes anciens schémas ? En conclusion, je voulais dire que tu as le droit d'y arriver. Et ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que si tu te reconnais dans certains des comportements que j'ai décrits, les craquages, les pensées, etc., c'est pas un manque de volonté, c'est souvent une stratégie inconsciente pour te protéger, parce que ton cerveau perçoit ce changement comme une menace. Ensuite, l'autosabotage, c'est pas une fatalité. Tu peux maintenant le repérer et donc commencer à t'en sortir. Il faut y aller petit pas après petit pas. Et je voudrais que tu intègres le fait, comme je te le disais tout à l'heure, que tu as le droit d'y arriver, tu as le droit de réussir. Tu as le droit d'avoir une relation apaisée avec la nourriture. Tu as le droit de ne plus être en lutte avec ton corps et ton assiette. Tu as le droit de te sentir bien dans ton corps. Et comme tu l'auras remarqué dans cet épisode, oui, c'est un travail en profondeur et ça ne se limite pas au contenu de ton assiette. T'as pas besoin de le faire seul, tu peux te faire aider pour sortir de ces schémas. J'ai fait un épisode sur les professionnels qui pouvaient t'aider, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des sophrologues, des naturopathes, des diététiciennes, des médecins. En fonction de là où toi tu as un problème, tu pourras trouver un professionnel de santé pour t'aider. Évidemment, je suis là si tu as besoin de moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un que tu connais, envoie-lui le lien de l'épisode. Et si tu veux me soutenir, laisse une note, un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes ou partage-moi sur Instagram. Tous ces petits gestes, ça fait une différence pour faire connaître le podcast et ça m'aide. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur NutriSophro.